les super pouvoirs du blended learning pour former les managers. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pulse. Alors c'est quoi le blended learning? Il y en a qui donnent la définition d'un mélange entre le présentiel et le digital. D'autres qui vont venir nous parler de synchrone et asynchrone. Donc pour aller plus loin sur ce sujet, on reçoit aujourd'hui Delphine. Bienvenue et merci de nous rejoindre. Bonjour messieurs, Bonjour merci Delphine. de m'accueillir. Si tu veux commencer par te présenter. Oui, bien sûr. Donc Delphine Berck, moi je suis consultante. J'accompagne les entreprises en mode conseil, tout ce qui touche au management et à la relation client. Et je crée et j'anime également des formations dans ces domaines-là, avec un angle très axé sur l'humain, puisque j'ai aussi une casquette de sophrologue. Est-ce que tu veux compléter cette définition du blended learning ou est-ce qu'elle te convient ? Moi, elle me convient, mais en fait, je séparerai pas les deux. J'aime bien le côté... Enfin, moi, quand je le définis, je dis que c'est vraiment le mix des modalités, le fait d'utiliser toutes les modalités qu'on connaît en les rassemblant. Souvent, je dis à mes apprenants, parce que j'accompagne des organismes de formation sur ce sujet-là, je leur dis, vous avez un mixeur dans votre cuisine, il vous sert à quoi? Vous mettez des ingrédients dedans, vous mixez, et puis ça vous sort quelque chose de nouveau. Là, c'est ça, en fait. C'est vraiment l'idée de capitaliser sur toutes les potentialités des différentes modalités pour faire un parcours qui soit vraiment engageant et pertinent pour les apprenants. Donc, pour toi, ça dépend plus du besoin et de la situation de la formation que dire obligé, il faut mélanger le présentiel, le digital, le synchrone, asynchrone. Oui, complètement. Ne serait-ce déjà qu'en fonction du type d'apprenant qu'on a. Moi, j'ai déjà rencontré de devoir animer de la formation, par exemple, ne serait-ce qu'en visio, pour une population qui n'a pas d'ordinateur perso et pas d'adresse mail. Typiquement, là, ça ne marche pas. Avoir 5 personnes derrière un ordi sans caméra, c'est compliqué. Ouais. S'ils ne sont pas connectés, tu n'as pas d'adresse mail pour les joindre. En fonction du type d'apprenant, parfois, le blended learning, ça va être difficile. Mais du coup, comment tu décides des modalités? Donc, comment ça se passe? Par exemple, moi, je suis une entreprise, je te dis, j'ai cette équipe à former. À quel moment ou qu'est-ce qu'il te faut comme information pour dire je vais faire que du présentiel ou que du digital ou les deux, ou ça va être du virtuel, ça va être... En fait, ça va dépendre de l'analyse des besoins. Comme tu l'as dit, si tu es une entreprise, le premier pas, c'est de se rencontrer, de faire l'état des lieux de comment ça fonctionne chez toi. Si jamais on a des managers qui font déjà du télétravail, du management hybride ou ce genre de choses, forcément, ils maîtrisent la visio, ils ont un ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, si tu me dis, je sais pas, moi j'ai déjà eu le cas des managers dans l'industrie, ceux en tout cas que j'ai formés, ça veut pas dire que dans l'industrie ils sont tous comme ça évidemment, mais en tout cas là c'était vraiment des hommes de terrain quoi. Ils avaient limite même pas un ordi pour faire leur travail de manager. Donc là typiquement ça sert à rien de proposer quelque chose qu'on sait irréalisable dès le début, on se tire une balle dans le pied. Par contre, quand on a des personnes qui ont les outils, là, c'est hyper pertinent à plein de niveaux parce que le blended va permettre de découper la formation. Et moi, je le vois parce que je fais les deux. Quand on fait de la formation de manager, le grand classique, les fondamentaux du management, par exemple, souvent, on le fait 2 jours consécutifs ou pas. On peut avoir une semaine, un mois d'écart. En fait, ils sortent, ils sont super contents. Mais quand ils retournent au boulot, ils sont accaparés par les 300 mails qui attendent dans la boîte mail, les collaborateurs qui sont restés quelques jours tout seuls. Et puis derrière, la formation, elle va être un petit peu efficace, mais sur le long terme, ça retombe vite en dessous des autres dossiers de la pile urgents, quoi. Alors qu'avec le blending, on va découper. Donc on va pouvoir, par exemple, utiliser toute la partie asynchrone, donc par exemple du e-learning ou des petites vidéos qu'on peut envoyer sur l'aspect théorique, où là, chacun va pouvoir le faire à son rythme. Celui qui connaît déjà, qui a déjà des bases, je sais pas, sur, admettons, le management situationnel, il va peut-être passer assez vite sur ce sujet-là. Celui qui va le découvrir va pouvoir prendre son temps. Là, un exemple encore que j'ai vécu la semaine dernière. J'avais 60 apprenants. C'était un séminaire, c'était pas de la formation. 4 équipes. J'avais une équipe où ils prenaient tous des notes. J'avais 3 équipes où personne n'a pris une seule note. Et ça, en formation, quand on a 7 heures sur une journée, si on a des gens qui prennent des notes, on ne veut pas les frustrer parce qu'ils ont besoin d'écrire pour apprendre. Et si à côté, on en a, 5 qui, eux, n'écrivent pas, ils sont là, ils attendent, qu'est-ce qu'elle attend, pourquoi on n'avance pas? Alors que toute la partie théorique, si elle est faite en asynchrone, chacun peut ingurgiter, j'ai envie de dire, le savoir à son rythme. Et par contre, sur la partie synchrone, on va capitaliser sur les échanges. Okay. Donc il y a une phase avant de partage plus ou moins de la théorie. Après, il y a le durant où là, c'est là où on va aller plus loin sur les sujets. Et après, il y a un après aussi pour des révisions
ce qu'on appelle contrer la courbe de l'oubli, peut-être, ce genre de choses. Exactement. Alors après, c'est pas systématiquement un avant, un pendant, un après. Ça va vraiment dépendre des modalités de ce qu'on met en place. C'est pas aussi figé que ça dans le temps. Ouais. Mais moi, j'aime le fait de pouvoir dire, en effet, peut-être qu'on va déjà pousser des infos théoriques au départ. Ensuite, peut-être qu'on va se voir en présentiel. Et là, ça va vraiment être l'échange entre pairs, les mises en situation, les passages à l'action. Parce qu'on le sait, c'est ça qui fonctionne. Quand on voit quelqu'un, si moi je parle du management, ça paraît hyper simple. Par contre, quand moi j'arrive sur le terrain, que je suis manager et que je suis confronté à un de mes collaborateurs qui ne veut pas venir passer son entretien annuel, bizarrement, c'est un petit peu plus compliqué. Et si on ne s'est pas mis en situation, la théorie, c'est bien la théorie, mais c'est comme tout, en fait. Ça reste de la théorie. Et donc, le présentiel va vraiment permettre le passage à l'action, de s'entraîner. Moi, je dis toujours, trompez-vous ici. Ici, vous pouvez tester et réessayer. Par contre, ensuite, on va pouvoir aussi repousser d'autres connaissances pour enrichir ce qui s'est fait, en fonction de ce qui se sera fait en présentiel aussi. C'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir individualiser les parcours, vraiment travailler sur quelque chose d'opérationnel pour chacun. Et moi, j'aime beaucoup le fait de passer ensuite sur de la visio, alors de la classe virtuelle ou de la visio individuelle, pour faire du retour d'expérience. Tiens, Delphine, j'ai mis ça en pratique, c'était super, j'ai bien réussi, ok, comment t'as fait ? Ou à l'inverse, j'ai été en difficulté, ok, comment on peut faire différemment ? Comment tu peux encore augmenter ton niveau de performance ? Et ça, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'au bout du bout, il reste vraiment quelque chose de la formation. Donc, tu arrives presque à individualiser quelque part le blending via les feedbacks que tu reçois. On a presque l'impression à t'écouter que tu coaches un peu tes apprenants. C'est l'objectif, ouais. C'est vrai que moi, en effet, il y a peu de temps, j'entendais quelqu'un dire le côté formation, est-ce que le mot est encore adapté ? Et moi, aujourd'hui, c'est vrai que je me définis comme une formatrice parce que je ne sais pas quel mot mettre autrement. Je ne suis pas coach. Voilà, je fais de la sophro, j'ai travaillé sur l'accompagnement individuel. Pour autant, je trouve en effet que ce mot formation est réducteur parce que le côté, si on prend le mot tel qu'il s'entend, un formateur, des apprenants dans une salle, je descends du contenu. Moi, aujourd'hui, c'est plus de ça dont j'ai envie. Parce que moi, ça m'éclate plus. Et surtout parce que d'un point de vue but final, qui est l'opérationnalité des managers, à mon sens, c'est plus suffisamment efficace. Et donc, oui, je tends vraiment vers ça parce que je trouve que c'est ça qui match. Et c'est une demande. Dernièrement, j'ai fait un accompagnement de manager. Voilà, 2 jours plus un retour d'expérience que du présentiel avec un ou 2 mois d'écart. Et entre deux, j'ai été sollicitée par les apprenants qui me disaient « Ouais, Delphine, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, comment je peux y aller ?» Alors, c'était pas dans le contrat, on va dire, initial, mais bon, voilà, moi, j'aime partager, donc j'ai répondu. Mais je me dis, on devrait vraiment travailler ça et offrir ça. Alors après, il y a les notions de tutorat, de mentorat, il y a un côté mentor. Et je trouve que c'est vraiment des choses à mettre en place parce que moi, je reste persuadée que l'accompagnement de l'humain dans la montée en compétences, il n'y a que ça qui marche. Et oui, on peut vendre une formation catalogue. OK, on est content. Moi, j'appelle ça les formations pansement. On s'est acheté une conscience, on va dire. Désolé les RH. Mais je pense que la plus belle richesse de l'entreprise, c'est l'humain. Et que si on en prend soin, ensemble, on atteint les buts communs. Donc après, est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas ? Alors pourquoi c'est plus efficace pour les managers ? Est-ce que quand on en a discuté, l'impression que j'ai eue, c'était que le blended, c'était vraiment le format idéal pour les managers. Pourquoi ? Pour cette population en particulier ? Qu'est-ce que ça apporte ? Je pense que c'est pas plus efficace pour les managers. Je pense que c'est efficace de façon générale quand on a les outils, comme je disais au début, qui permettent et la population qui va bien. Maintenant, si on a, je sais pas, moi je suis très axée aussi relations clients, si on a des conseillers de vente qui sont équipés, on peut très bien aussi le faire de la même façon, ça marche aussi. Après, souvent, moi je sais que j'ai travaillé beaucoup dans le retail, les conseillers de vente, ils n'ont pas les équipements suffisants. Donc c'est plus la limite de l'équipement qui fait qu'on va peut-être moins y aller que le potentiel de la population, parce que ça marcherait tout aussi bien. Mais après, on rentre dans des choses de est-ce que je peux utiliser mon téléphone portable perso à des vues professionnelles ? Enfin, on rentre dans d'autres débats qui ne sont pas à ma main, en fait. Donc, mais ça fonctionnerait très bien aussi. Et comment tu peux mesurer que c'est véritablement efficace ?
On a vraiment cette notion de boucle mémorielle qui fait qu'on va retravailler à plusieurs reprises des notions. Donc déjà, on va plus facilement les ancrer. Tu parlais tout à l'heure, Hamza, de la courbe de l'oubli. Là, on va éviter cette courbe de l'oubli. Il y a aussi un autre volet qui est... Alors, bon, je sais qu'il y a des entreprises qui le font très bien, mais il y en a qui ne le font pas du tout. Moi, je l'appelle le 5-5-5. Je pense que tout le monde... je ne sais pas si tout le monde le connaît, donc je l'explique rapidement. Le rôle du manager quand quelqu'un est envoyé en formation. L'idée, c'est de prendre le manager vers un N-1, de rencontrer le collaborateur qui va partir en formation avant d'aller en formation, pour lui expliquer le pourquoi du comment, si ça rentre dans une demande qu'il a faite, ou bien si c'est un changement stratégique global de l'entreprise, le revoir à son retour de formation et le revoir un peu plus tard. Dans les faits, moi, en tout cas, je ne le vois pas beaucoup fait de façon réelle dans les entreprises pour lesquelles j'interviens. Et pour moi, le blended learning, il vient un peu jouer ce rôle-là, puisque souvent, on va faire un kick-off, donc un lancement de la formation. Pareil, ça peut être une vidéo, ça peut être une première classe virtuelle ou une visio qui fait qu'on va expliquer le pourquoi du comment, quel est le sens de ce parcours de formation qu'on va mettre en place. Pendant le parcours, le formateur, un peu, alors je ne vais pas dire coach, mais accompagnant, il va régulièrement être là pour dire « Ok, qu'est-ce qu'on se donne comme plan d'action pour notre prochaine rencontre ?» Une fois qu'on est à cette rencontre-là, ok, on en est où ? Et comme ça, en découpant dans le temps. Ce qui fait que, d'une certaine manière, alors j'aimerais dire que l'apprenant, il s'y met de bon cœur, etc. Mais pour autant, le fait qu'il va revoir le formateur, il y a un côté, je vais revoir le formateur, je fais mes devoirs. Alors que si jamais on s'est fait 2 jours et au revoir, bonne chance, en fait, il n'y a personne qui va le contraindre, ou en tout cas, alors j'aime pas cette notion de contrainte, parce que ça, on pourrait penser que la formation, c'est une punition, et c'est pas le cas, mais personne ne va lui demander de compte. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, parce que il y a beaucoup de formations où les gens arrivent, ils ne savent pas forcément pourquoi ils sont là. Donc, s'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, c'est qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Même si à l'issue, ils ont appris des choses, ils sont contents, ils retournent au boulot le lendemain. Et si le manager ne dit pas « Ok, qu'est-ce que tu as appris en formation ? Comment tu le mets concrètement en place dans ton quotidien ?» qu'il n'y a pas de vérification, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est le même principe avec je te donne des objectifs pendant ton entretien annuel. Si je ne te revois pas avant l'année prochaine, il y a de grandes chances que ce ne soit pas complètement acquis. Comment tu construis un blended learning efficace ? Parce qu'en fait, des formats d'e-learning, ça peut être boring. Du micro-learning, ça peut être mal fait. Les formats présentiels, souvent, c'est hyper descendant. Ça peut être... Les gens vont se dire « Ah, putain, on va venir une journée, on va se faire chier, quoi ». Tu vois, même si c'est dans un programme de blended, c'est quoi en fait les clés pour construire un blended learning hyper efficace et qui soit en même temps vendable ? Parce qu'à un moment donné, tu leur dis, il va falloir venir quand même une journée. Donc comment tu fais un format qui marche ? Moi, il y a vraiment, je capitalise beaucoup sur l'échange entre pairs. Donc j'aime vraiment, alors au départ, le kick-off, le fait de créer un esprit promo, ça je pense que c'est hyper important. Le fait que, moi j'aime aussi ce côté où ils peuvent avoir un espace où ils peuvent se retrouver ensuite, un groupe WhatsApp ou quelque chose de ce type-là, où ils vont pouvoir être en contact avec moi, mais aussi où ils vont pouvoir se retrouver donc, entre eux et échanger. T'événementialises le blended en fait. Oui, parce que il faut que ce soit un événement. Pour moi, la formation, c'est un investissement. Et au même titre que quand on achète une nouvelle voiture, peut-être que le concessionnaire il va nous faire un événement autour du fait qu'il va nous rendre les clés. Il faut que la formation, ce soit la même chose. Il faut que ce soit une expérience apprenant. Et pour moi, c'est hyper important. Parce que ça démontre plein de choses. Une entreprise qui investit sur la formation comme ça montre l'engagement, ça montre l'importance que la formation a dans l'entreprise, ça montre la considération qu'on donne à ses salariés. Et pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. L'autre chose qui est aussi primordiale, c'est que ce soit porté par la direction et que ça descende jusqu'en bas. Parce que si c'est en théorie porté, mais que derrière, il n'y a pas d'exemplarité, ça marche moins bien. Là, quand on a une formation en présentiel, on a une journée ou 2 jours des fois. Blended, normalement, on est supposé avoir beaucoup plus que ça. Enfin, c'est dans la durée. Est-ce qu'il y a une durée moyenne, même si je sais ça dépend selon le sujet, si on parle de management par exemple, est-ce qu'il y a une durée moyenne de cette formation à la place de 2 jours de présentiel ? Ça devient quoi, plus ou moins, en blended ? J'ai pas de réponse toute faite parce que là encore, ça va dépendre des besoins. Moi, c'est vrai que j'aime le côté global de la formation, c'est-à-dire que par rapport au manager, qui est vraiment la population sur laquelle moi j'investis le plus,
en fait, quand on démarre sur une formation, j'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps, format, fondamentaux du management, bon, très bien, classique. Et puis finalement, en creusant, j'ai des problèmes sur ma communication. Et puis finalement, moi, je suis hyper stressée. Et puis, je manque de confiance en moi quand je dois prendre la parole devant un peu plus que mes équipes. Et c'est vrai que moi, alors, c'est ce vers quoi je tends, ça, plutôt, mais je rêve de quelque chose qui durerait vraiment dans la durée, avec le fait de peut-être même pouvoir piocher de façon, alors peut-être pas individuelle, mais en tout cas d'avoir vraiment, j'ai constaté qu'il y avait 3 personnes qui étaient vraiment en difficulté sur ce sujet-là. Ces 3 personnes-là, on pourrait les mettre sur un accompagnement plus spécifique. Après, voilà, il y a les rêves, ce dont je rêve, et la réalité. La réalité, en général, on va plutôt être sur 2 jours de présentiel. Sur l'asynchrone, ça dépend. On pourrait être sur 1 ou 2 jours d'équivalent d'asynchrone. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à sonder les participants avant de monter les formats? Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi, deuxième question, à intégrer les participants dans la création des formats? Si. Bien sûr. Oui, parce que le besoin vient d'eux. Et ça, c'est aussi un sujet. C'est que parfois, on a, au niveau de la direction, on se dit, on a soit des nouveaux managers. Alors, j'ai envie de dire, quand ils sont formés dès qu'ils arrivent, c'est très, très bien. Moi, je suis fan des entreprises qui nous écoutaient. Faites ça, formez vos managers quand ils prennent leur poste. Mais parfois, je sais pas, il y a eu des incidents ou des choses comme ça qui font qu'on se dit, au fait, si on les formait. Et en effet, il faut partir des participants. Je te coupe, mais le mieux, ça serait de les former avant pour voir s'ils sont capables de prendre le poste. Bien sûr. Mais voilà, dans la vraie logique. Complètement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, que ça arrive en amont et pas après 2-3 ans d'exercice dans le poste, quand lors d'un entretien annuel, on se rend compte qu'il manque ci, il manque ça, il manque plein de compétences. C'est vrai que c'est des vrais sujets, quoi. Donc... Du coup, en quoi l'aspect interactif du blended learning favorise l'engagement, que ce soit des collaborateurs ou des gens que tu peux avoir dans certaines formations? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est vraiment qu'il y a ce côté autonomie. Donc, on va avoir un aspect où finalement, si moi, j'en rigolais avec toi tout à l'heure, moi, je suis plutôt quelqu'un du matin. Ouais. Donc, moi, j'ai peut-être envie de regarder des choses théoriques en arrivant sur mon poste de travail ou peut-être pendant mon temps de transport en commun, alors que peut-être que toi, tu es du soir et que toi, tu vas faire ça à un autre moment. Quand on est en présentiel, on est ensemble dans la salle de 9h à 17h. Ouais. L'autre avantage, c'est que cette partie théorique, on va pouvoir l'expérimenter chacun à son rythme. Peut-être que tu vas aller très vite et que moi, ça va me demander plus de temps, ce que je disais tout à l'heure sur ceux qui prennent des notes ou pas, etc. Peut-être que tu as déjà des connaissances sur le sujet que je n'ai pas. Donc ça, on va pouvoir jouer là-dessus. Donc ça, déjà, il n'y a pas de frustration par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, l'apprenant va pouvoir tester ses connaissances. Donc se dire... Parce que là encore, quand on ne teste pas, par des quiz, par des activités qu'on va pouvoir utiliser sur un LMS, le fait j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, on avait un débat justement sur est-ce que les quiz ou ce genre d'activité sur un LMS, c'est pas un peu infantilisant. Et donc, quelqu'un disait oui, moi je trouve que c'est bon, on n'est pas des bébés, ok. Et parmi les participants, il y en avait un qui justement vivait une formation en blending. Et il dit, écoute, moi j'étais persuadée de ça aussi, et en fait je me suis rendu compte que quand je lis ou quand je regarde une vidéo et qu'ensuite j'ai un quiz, je suis persuadée que j'ai vraiment intégré le contenu. Mais quand j'arrive au quiz et qu'en fait je me gaufre, je me dis, non en fait, faut que je retourne voir le contenu, parce que j'avais l'impression d'avoir retenu, mais il y a plein de subtilités que j'ai pas acquises. Donc finalement je retourne au contenu et je reviens au quiz ou à l'exercice. Et déjà ce va-et-vient fait qu'on peut monter en compétence à son rythme, donc ça il y a cet aspect-là. Après sur l'intercession, moi j'aime bien les notions de défi, ce que je disais tout à l'heure, on sort d'un moment, on va se dire, on va mettre en place un plan d'action. Tiens, Hamza, j'en sais rien, on a parlé du disque, on a fait le profil, les couleurs, etc. D'ici notre prochain rendez-vous, ce qui serait intéressant, comment tu vas pouvoir mettre ça en place, toi, dans ton quotidien ? Et toi, tu vas peut-être me dire, Delphine, je pourrais peut-être essayer de comprendre mieux mes collaborateurs, voir un peu comment ils fonctionnent, et puis commencer à réfléchir sur comment je dois m'adresser à chacun pour finalement l'accompagner au mieux. Et ce qui fait, quand on va se revoir, l'idée, c'est que tu nous fasses un débrief de ce que tu as vécu. Est-ce que c'était difficile ? Est-ce que tu as réussi ? Est-ce que tu as fait
un changement de positionnement. Moi, c'est ma petite phrase, hein, on ne voit pas tous le monde avec les mêmes lunettes. Donc, cet outil, souvent, il permet ça, de se dire « Ah ouais, moi, je fonctionne comme ça, mais en fait... Hamza, il fonctionne différemment. Christophe, il a aussi un autre mode de fonctionnement. Et peut-être que tu vas voir ton équipe avec un autre regard. Et ça, pour moi, c'est génial. Par contre, on aurait fait l'action de formation, tu serais reparti, on se serait pas revu ensuite, tu l'aurais peut-être fait ou pas. Mais ça n'aurait pas bougé grand-chose. Et l'étape d'après, c'est maintenant que tu as conscience de ça, comment tu vas aller un pas plus loin. Et la fois d'après, on repart sur autre chose. Alors tu disais, tu prenais l'exemple du manager ou de l'apprenant qui disait c'est infantilisant d'utiliser un module de LMS pour faire des quiz, etc. Est-ce que toi, par exemple, dans le cadre du présentiel, tu utilises aussi, tu mixes sur ta journée de présentiel aussi avec de l'utilisation de LMS, de quiz pendant le présentiel? Ouais. Moi, j'adore. J'adore ça. Souvent, je l'utilise... Alors, quand on n'est pas forcément dans un parcours en blended, bien que ça marche aussi, moi, souvent, je me sers de ces outils d'intelligence collaborative, ne serait-ce déjà qu'en icebreaker. Typiquement, s'il y a eu du contenu théorique poussé avant de se voir, c'est l'occasion déjà de vérifier comment ça va, de refaire des points je vois qu'il y a des manques, d'interroger le groupe, parce que peut-être que Christophe n'a pas été très sérieux, mais qu'Hamza a été studieux. Donc Hamza va pouvoir te redonner des infos, et là encore, tu capitalises et toi aussi. Donc il y a vraiment ce côté pédagogique qui est hyper intéressant. Et puis, sur le côté engagement des apprenants. Mais toi, tu es une grande fan de la pédagogie. Oui. Du coup, le blended, ça te permet aussi, quand tu réunis les gens, de travailler ça. Complètement. Les échanges. Moi, je sais que plus j'avance... Alors, redonne-nous la définition, parce que peut-être que tout le monde ne saura pas de quoi on parle. La pédagogie, c'est l'apprentissage entre pairs. Donc, c'est le fait vraiment de pouvoir... en fait, quand on forme des adultes, on part jamais d'une page blanche. Donc, on peut tous s'apporter. Et moi, j'aime ce côté de facilitatrice dans la formation. Des fois, moi, j'apporte... Enfin, je ne vais pas dire que j'apporte rien, mais c'est pas moi qui apporte. C'est, tiens, sur tel sujet, qu'est-ce que vous connaissez de ça ? Ah bah oui, mais moi, j'ai déjà vécu ça. D'accord, mais comment ça s'est passé pour toi ? Et finalement, les apprenants vont se nourrir les uns des autres. Ça a plein d'avantages. C'est que, ça renforce la confiance en eux et en leur pratique. Ça délie les langues parce que finalement, il y a des échanges. Donc, la formation est hyper vivante et hyper collaborative. Et ça, dans l'effet promo, c'est aussi quelque chose d'important parce que l'idée, c'est que une fois qu'ils sont sortis de la formation, que le parcours est terminé, ils continuent à échanger entre eux, parce que c'est ce qu'ils ont fait pendant la formation. Donc l'objectif, c'est qu'ensuite, ils puissent, alors que moi je ne suis plus dans la boucle, continuer à échanger entre eux, peut-être se faire des visios, aller déjeuner ensemble pour travailler sur des cas qu'ils ont pu rencontrer, parce que souvent les managers sont seuls. Et donc, quand on a créé un esprit promo, ils peuvent se revoir dans le temps, échanger sur leurs difficultés, peut-être même se dire, maintenant, on se rend compte qu'on aurait besoin de gaper autre chose sur un sujet, et c'est peut-être une demande collective auprès des RH qu'ils n'auraient pas fait s'ils étaient chacun dans leur coin. Parce que ça aussi, c'est un sujet. Des fois, on me dit, ouais, mais bon, sur ce sujet-là, je ne suis pas à l'aise, mais... Si j'en parle, est-ce que ça ne va pas me décrédibiliser ? Est-ce que ça ne veut pas dire que je ne suis pas légitime dans mon poste ? Et ça, c'est un vrai sujet, parce que avouer qu'on a une difficulté, est-ce qu'à un moment, ça ne va pas être utilisé contre moi ? Donc ça, c'est un vrai levier d'engagement, le fait que les managers se rencontrent. Tu crées une communauté aussi, donc ça joue aussi sur la motivation des apprenants, même dans leur travail quotidien pour la suite, parce que, comme tu le disais, tu parlais du retail. Dans le retail, tu as des gens qui sont éclatés un peu partout sur le territoire, qui ne se voient jamais. C'est ça. Ou peut-être sur un séminaire une fois par an, ils ne se connaissent pas. Là, ça permet de les réunir, de créer du lien. Et ça, c'est la base de l'engagement en entreprise. Donc, c'est un vrai levier, en fait. Et le deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont des pratiques communes. Donc, vis-à-vis de leurs équipes, ils marchent d'un même pas. Ouais. Et ça, c'est aussi hyper intéressant dans l'entreprise parce que quand il y a trop de différences dans les façons de manager, que les valeurs sont soit pas incarnées, soit pas incarnées de la même façon, ça crée des discordances. Et donc, au niveau de l'engagement des salariés, on peut avoir oui, mais bon, on nous demande si, mais eux, ils ne le font pas, etc. Que là, ils prennent conscience de l'importance de leur positionnement, de leur posture. Et l'idée, c'est qu'ils l'apportent d'une façon commune. Donc, ça a des effets positifs aussi au niveau de leurs collaborateurs. Top. On va passer à la séquence quiz. On peut passer à la séquence quiz. Top. Allez, 10 questions
45 secondes. Je commence. Si je te dis formation en ligne, révolution ou simple mode? Révolution. Pause café, véritable pause ou meilleur moment pour réseauter? Je peux vraiment pas dire les deux. Bon, meilleur moment pour réseauter. Apprendre en jouant, révolution ou récréation? Révolution. Auto-formation sur YouTube, démocratisation du savoir ou bricolage de connaissances? Démocratisation du savoir. Les robots remplaceront-ils les formateurs, oui ou non? Non, jamais. Formation obligatoire en entreprise, motivation ou punition? J'espère motivation. Mais est-ce que tu penses? Ça dépend comment c'est porté. Parfois, c'est peut-être punition. Mais j'avais le droit qu'il y ait une réponse. Auto-formation, autonomie ou isolement? Autonomie. La formation, un investissement ou une dépense? Un investissement. Et les soft skills, indispensables ou juste un terme marketing? Indispensable. La France est-elle un modèle de formation continue? Oui ou non? Un modèle J'espère. On prend ça pour un oui, du coup. On va dire en théorie oui, après en pratique, je suis un peu moins convaincue. Delphine, pour finir, comment tu te formes toi au quotidien? Alors, un peu de différentes façons pour tout ce qui va être nouveaux outils, pour tout ce qui touche à des savoirs assez généraux. J'ai envie de dire que je vais plutôt utiliser Internet, des bouquins, des formations en ligne. Comme ça, je peux les faire à mon rythme. Donc ça, moi, j'aime bien faire ça quand j'ai envie. Par contre, pour tout ce qui va être vraiment plus spécifique en lien avec le développement de mes compétences professionnelles, là, je vais rechercher des experts. Je suis très exigeante, donc je passe souvent plus de temps à trouver la bonne personne que le temps que je vais passer réellement en formation. Mais là, par contre, j'y vais les mains dans les poches parce que l'idée, c'est vraiment que je puisse prendre tout ce qu'on peut me donner et donc je ne veux pas avoir d'a priori. Donc en fait, j'utilise tous les moyens qui sont à notre disposition et je me fais un peu mon propre blended learning à moi. Merci beaucoup Delphine. Merci à vous.